Dernière édition de la journée, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. Après la communauté catholique de Côte d'Ivoire, c'est au tour des musulmans de recevoir un important don de la première dame de Côte d'Ivoire. En cette période de jeûne, Dominique Ouattara, président de la Fondation Children of Africa, a offert des vivres aux guides religieux musulmans, dont d'une valeur de 130 millions. Le compte rendu de nos équipes dans quelques instants. La Côte d'Ivoire est en marche, le développement des infrastructures une réalité. Bruno Nabaye-Koné, ministre en charge de la construction, a effectué une visite sur le chantier de la Tour F dans les communes du Plateau, un joyau dont la construction aura créé plus de 4000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle au Sénégal avec 54,% des suffrages exprimés. Les résultats officiels encore provisoires ont été annoncés ce mercredi par le premier président de la Cour d'appel de Dakar. Merci de suivre l'information sur RTI. Comme annoncé en titre, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert un important don vivre à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, un geste de la présidente de la Fondation Children of Africa d'une valeur de 130 millions pour soutenir les croyants en cette période de jeûne. Mama Traoré. En ce 17e jour du Ramadan 2024, les guides religieux sont réunis au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Représentée pour l'occasion, la présidente de la Fondation Children of Africa fait don d'une importante quantité de vivres à l'ensemble de la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne depuis le 11 mars dernier. La première dame offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 3000 cartons de boîtes de lait, 3000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg, 2000 sacs de sucre de 25 kg, 1500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates. Grâce à Madame la Première Dame et toutes les bonnes volontés qui font des dons au COSIM, qu'on arrive à soulager un tant soit peu ces gens vulnérables. C'est pourquoi le cheikh est très sensible à ce geste. Il remercie Madame la Première Dame, il prie pour elle, qu'Allah la fortifie, qu'Allah réalise ses vœux les plus intimes. Coût total de cette générosité, 130 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire manifeste cette année encore son soutien à l'égard des croyants musulmans en cette période de Ramadan. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Je vous demande donc humblement de prier pour notre président Alassane Ouattara et son épouse pour que Allah leur accorde la santé et la force de mener à bien leur mission. Pour la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Le gouvernement, qui fait de la solidarité une action prioritaire, remercie l'épouse du chef de l'État qui vient ici en aide aux plus démunis. À l'exemple de cette très grande dame, symbole de la solidarité active et concrète, tous les Ivoiriens ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Madame la Première Dame, comment être étonnée quand vous partagez votre quotidien avec un homme au grand cœur, un homme avec une claire vision de solidarité. J'ai nommé le président de la République, votre époux, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui, Madame la Première Dame, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire, que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre pays un havre de paix et de solidarité vraie. En ce mois où le partage est prôné, ces vivres seront distribués aux mosquées, aux associations et structures islamiques. Les élans de solidarité se multiplient en cette période de Ramadan. Les musulmans de la région du Hambol reçoivent un don du grand chancelier de l'ordre national. Cette largesse comprend des denrées de première nécessité. La cérémonie de remise des vivres s'est tenue à la mosquée de la sous-préfecture de Niéméné, dans le département de Dabakala, en présence de nos reporters Jean Zadi et Charles Tatou. 20 tonnes de riz et de sucre offerts par le grand chancelier de l'ordre national à la communauté musulmane de la région du Hambol. À travers ce geste, Ali Koulibaly exprime son soutien et son accompagnement à la communauté musulmane des 3 départements du Hambol en ce mois de jeûne, qui représente le 4e pilier de l'islam. Heureux de recevoir ces dons,
Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Bon, ce matin, vraiment, nous sommes heureux de recevoir ce don et nous lui disons merci infiniment par rapport à ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois des dons, ce mois de partage et de pénitence. Vraiment, nous disons merci. Le représentant du grand chancelier a exhorté les fidèles musulmans à prier pour le chef de l'État Alassane Ouattara, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale. Comme chaque année, il a demandé à ce qu'on vienne remettre ses dons à ses parents pour les accompagner dans le cadre du jeûne musulman. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce jour. Le grand chancelier a demandé à ses parents d'intensifier les prières, de prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de prier pour la paix, prier pour la cohésion et de prier pour tous les fils de ce pays. Cette activité s'est tenue à la grande mosquée de Niémélé dans le département de Dabakala, en présence du sous-préfet de la localité. La solidarité, mais également le partage en ce mois béni de Ramadan. Le couple Mabri a organisé ce mardi à son domicile dans la commune de Cocody une rupture collective à l'endroit des communautés musulmanes et chrétiennes. Cet instant de partage a vu la participation de plusieurs personnalités et autorités politiques, une occasion de faire des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Ismaël Déo, Éric Goré et Zakaria Traoré. Une rupture collective un peu spéciale qui se distingue par la diversité des convives unis à l'invitation de monsieur et madame Mabri Touakeus. Chrétiens et musulmans sont présents, ambassadeurs, diplomates, hommes politiques, artistes, journalistes, professionnels de la communication, guides religieux, chefs de communauté, ensemble en cette période de partage. L'action d'appeler les frères et sœurs pour venir rompre le jeûne ensemble a un impact positif dans ce mois de Ramadan-là. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs du Ramadan. Donc pour le musulman qui fait rompre le jeûne à plus d'une centaine de personnes, non seulement il a les mérites de tous ceux qui ont rompu le jeûne avec lui ici, mais ça ne diminue en rien à leur mérite aussi. L'amour et le pardon, des valeurs quotidiennes à prôner, en témoignent les invités. Nous avons eu droit à une cérémonie extrêmement sympathique, conviviale, où l'amour est présent dans le comportement des uns et des autres. Nous avons partagé avant tout plus d'amour que de nourriture. Et c'est ce que nous recherchons. C'est une tradition depuis plus d'une vingtaine d'années pour le ministre d'État, Mabri Touakeus, vice-président du RHDP, de renforcer les liens à travers cette rupture collective qui reflète la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons prié donc, pour le renforcement de la cohésion, pour la paix en Côte d'Ivoire. On a prié pour le président de la République et tous ses collaborateurs. On a prié pour l'avènement d'une fraternité vraie dans le monde, pour les peuples opprimés qui souffrent et souhaiter que la suite du Ramadan, mais aussi la fin du jeûne du carême chrétien soit facilité pour chacun et chacune de nous. À l'aube de la troisième décade du jeûne musulman et la fête de Pâques, les prières s'intensifient davantage, l'objectif étant de préserver cette harmonie sainte avec son Créateur pour renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Toujours en religion, chez les fidèles chrétiens catholiques, nous sommes de plein pied dans la Semaine Sainte, dernière étape du Carême, un cheminement spirituel intense où les fidèles commémorent les moments cruciaux de la vie de Jésus. Sa crucifixion va déboucher à sa résurrection ce dimanche. Les explications de Marie-Chantal Akandan. La Semaine Sainte, ultime étape du Carême chrétien, représente un temps de méditation profonde et de commémoration des événements essentiels de la vie terrestre de Jésus, incluant sa passion, sa mort et sa résurrection. Chaque jour de cette semaine est marqué par des célébrations liturgiques, riches en symboles et en rituels, empreintes de solennité et de dévotion, invitant les fidèles chrétiens à vivre ces moments avec une intensité spirituelle accrue. Parmi ces célébrations, la messe chrismale, observée dans de nombreuses églises, est un temps fort où les huiles et les saints crèmes sont bénis.
préparant ainsi les fidèles aux jours à venir. Les 3 derniers jours de la semaine, jeudi, vendredi et samedi, marquent le Triduum pascal, une période intense de réflexion sur les événements cruciaux de la foi chrétienne. Le jeudi saint, la Sainte Seine est célébrée, évoquant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, marqué par l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ainsi que par le geste d'humilité, du lavement des pieds appelant à servir les autres avec amour. Le vendredi saint, jour du chemin de croix et de la passion du Christ, invite à une méditation silencieuse sur les souffrances endurées par Jésus, culminant avec la vénération de la croix. Le samedi saint est une journée de silence, de méditation et d'attente, jusqu'à la grande veillée pascale, où la lumière du Christ jaillit des ténèbres, représentée par le feu allumé sur la grande bougie et le chant du Gloria, annonçant ainsi la joie de Pâques. La Semaine Sainte offre aux fidèles catholiques l'opportunité de se rapprocher davantage du Christ à travers les sacrements de réconciliation, renouvelant ainsi leur engagement envers leur foi. Enfin, le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, est un moment de grande jubilation et d'espérance, symbolisant la victoire sur le péché et la mort. Ces temps forts de la Semaine Sainte permettent aux fidèles de se reconnecter profondément au mystère pascal et de raviver leur engagement envers leur foi chrétienne. Notons que la fête de Pâques aura lieu en Côte d'Ivoire ce dimanche 31 mars 2024. Un autre sujet à présent, à la Chambre basse, le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette publique est d'être adopté en commission. Le ministre des Finances et du Budget était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour présenter le texte. Selon Adama Coulibaly, le texte vise à définir le cadre juridique et institutionnel, la politique de l'endettement et la gestion de la dette de l'État. Le projet a été adopté par la majorité des députés présents à cette séance. Konaté Moussa. L'État de Côte d'Ivoire se dote d'un texte pour mieux encadrer sa stratégie de l'endettement et de la dette publique. Le ministre des Finances et du Budget est devant les députés pour expliquer le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de la gestion de la dette publique. L'adoption d'un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement, à la stratégie de gestion de la dette, à la gouvernance et à l'évaluation de la politique d'endettement est apparu nécessaire. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette perspective et vise à permettre à l'État de 1. Satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût en tenant compte des limites imposées par le seuil d'endettement fixé dans le document de stratégie de la dette. 2. Limiter les risques liés à l'instabilité des marchés financiers et à la volatilité des taux de change. 3. Contribuer à la viabilité de la dette publique et à la soutenabilité des finances publiques. Et 4. Faire de la politique d'endettement un véritable outil de développement. Le projet de loi définit donc un cadre juridique et institutionnel de la dette publique. Le texte comprend 61 articles. Il est adopté par la majorité des députés présents. Désormais, avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts vont accompagner en fait la loi de finances. Donc en votant la loi de finances, les députés vont donner en fait leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. Maintenant, il faut peut-être expliquer aussi que la loi, comme vous le savez, elle a une portée générale. Il y a des décrets d'application qui seront donc élaborés pour l'application de certaines dispositions de cette loi. Donc nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus avec les honorables députés. Selon les indicateurs, la dette publique de la Côte d'Ivoire est évaluée à 56,8% du PIB en 2022. Le seuil d'endettement dans l'espace UEMOA étant de 70%. Le pays a enregistré un taux de croissance de 6,7% en décembre 2022. À la Chambre haute, cette fois, la présidente du Sénat a accordé une série d'audiences le mercredi 27 mars. Kandia Camara a reçu les ambassadeurs d'Espagne et de la République fédérale d'Allemagne accrédités en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre nos pays. Le point avec Herman Guivet. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Rafael Soriano Ortiz, venu présenter ses civilités à la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, à la permanence du Sénat d'Abidjan.
Le champ de la coopération entre les Sénats espagnols et ivoiriens, exploré au cours de l'audience accordée. Nous avons évoqué plusieurs sujets qui sont importants dans les travaux de nos institutions, soit la décentralisation ou comment gérer la situation de nos communautés à l'étranger. L'Assemblée de l'Union interparlementaire qui se passe cette semaine à Genève, ou le programme Interpares qui est financé par l'Union européenne, nous donne des opportunités d'échange entre le sénateur de Côte d'Ivoire et les sénateurs d'Espagne. Nous avons pensé aussi à la possibilité d'un programme de travail qui puisse aussi faciliter une relation bilatérale entre le Sénat espagnol et le Sénat de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises sur la table. J'en suis convaincu que nous aurons la possibilité de trouver les moyens de renforcer la relation qui entretient nos deux pays. Seconde audience de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, accordée à son Excellence Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. On a touché plusieurs points qui sont au cœur de la coopération bilatérale, notamment la question de l'accompagnement de l'Allemagne pour la stabilité et la résilience au nord du pays, avec un investissement dans la population, surtout dans la jeunesse. On a aussi discuté quelques éléments liés à la formation professionnelle des jeunes, la formation des femmes, ce qui est, comme tout le monde le sait, est très cher à Madame la Présidente même, et aussi qui est aussi au cœur de notre coopération bilatérale. Et finalement, on a aussi parlé de la diaspora ivoirienne en Allemagne et aussi des questions de la migration. Elle a plusieurs fois remercié pour notre engagement. Elle a confirmé que notre coopération reste très bienvenue et nécessaire dans l'avenir. À travers divers organismes de coopération, l'Allemagne accompagne depuis plusieurs années la Côte d'Ivoire dans son développement. Direction Niakara, dans la région du Hambol. Fagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, visite le centre de protection civile de la ville, centre ouvert en octobre 2023. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en a profité pour appeler les populations et les élus de la région à une franche collaboration avec les pompiers civils. Abou Sanogo. Marquer la présence officielle des pompiers civils dans le département de Niakara-Madougou. C'est le sens de la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomandé dans les locaux provisoires du centre de protection civile de Niakara-Madougou, ouvert depuis octobre 2023. Accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly et du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Par ailleurs, président du conseil régional du Hambol, Konaté Ibrahim Khalil, Fagondo Diomandé s'est imprégné des conditions de travail des pompiers civils, dont la présence obéit à la politique gouvernementale de rapprocher les secours des populations à travers le maillage du territoire national. Fagondo Diomandé a exprimé sa reconnaissance au conseil régional du Hambol. Nous sommes en train de visiter le centre de protection civile de Niakara, qui occupe des locaux qui ont été mis à la disposition donc, du ministère par le conseil régional et soutenu en permanence par le conseil régional. C'est pourquoi il m'est important de dire sincèrement merci pour cette grande implication du conseil régional dans les questions sécuritaires qui touchent la région du Hambol. Et vous me donnez là l'occasion d'inviter toutes les régions à copier cet exemple. Le centre de protection civile de Niakara-Madougou compte à ce jour 38 agents, dont 2 femmes. Après Niakara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomandé a mis le cap sur Tafiri, où il a visité les travaux de construction du commissariat de police de la ville qui sera livré dans 10 mois. Une note de santé, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire, un accompagnement dans la mise en œuvre des projets de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoire. Pierre Demba, ministre en charge de la Santé, a procédé ce lundi à Abidjan au lancement officiel du démarrage des activités de la Banque mondiale en qualité de conseiller des 10 projets. Désiré Niamou, Jean-Marc Diadji. La Côte d'Ivoire enregistre 245 laboratoires publics en 2021 et 10% des districts sanitaires du pays ne disposent pas de laboratoires d'analyse de biologie médicale,
selon les chiffres officiels du ministère de la Santé. Une situation qui interpelle les acteurs de la santé publique et privée. Des projets de développement des services d'imagerie médicale et des laboratoires sont donc lancés pour remédier à cette carence. L'IFC, en français Société financière internationale, se réjouit d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de son objectif d'améliorer l'accès aux services de diagnostic adéquats afin de fournir des soins de qualité et accessibles aux populations, notamment en ayant recours au secteur privé pour renforcer l'offre de services d'imagerie médicale et de laboratoires dans une démarche efficiente aux côtés de l'État. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, soutient cette initiative, celle d'améliorer la qualité des soins de santé de la population. C'est dans cette optique que nous nous engageons à mettre en place ce projet donc, dans les pôles d'excellence régionaux que sont donc Abengourou et Abidjan pour garantir une couverture maladie universelle pour tous nos citoyens. La couverture de ces deux pôles régionaux d'excellence de santé implique la construction et la rénovation de 14 laboratoires d'établissements sanitaires publics. Le projet de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoire intervient après la signature de l'accord de service entre le ministère ivoirien de la Santé et la Société financière internationale, acté depuis le 1er février 2024. Notre reporter Jean-Marc Djadji nous conduit cette fois à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce temple du savoir a reçu ce mardi des équipements informatiques et bureautiques des mains du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces matériels technologiques sont évalués à plus d'1 milliard de francs CFA. Ils viennent ainsi renforcer les capacités de l'université. 497 ordinateurs de bureau, 105 ordinateurs portables, 147 imprimantes, 129 vidéoprojecteurs et photocopieurs et 10 résographes. Ce sont les équipements informatiques et bureautiques remis à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny par le ministre Adama Diawara. Évalués à 1 027 204 217 francs CFA, ces matériels renforcent les capacités pédagogiques de l'UFHB. Nous pouvons vous rassurer quant au fait que très bon usage sera fait de ces ordinateurs, mais pas seulement. Grand soin sera pris de tous les investissements et acquisitions dont l'UFHB a pu bénéficier dans le cadre du CDP. Ce soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'UFHB matérialise la politique des contrats de performance via le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, PADES. Et l'une des composantes du PADES a constitué donc à la mise en œuvre de ce qu'on appelle les CDP, les contrats de performance. Et les contrats de performance, normalement, toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique devraient en bénéficier, mais compte tenu du fait qu'on avait quand même affaire à une contrainte budgétaire, finalement, il n'y a que 2 institutions, à savoir l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université Nangué Abrougua, qui ont pu bénéficier d'un financement pour la mise en œuvre de leur contrat de performance. Dans le cadre donc, du contrat de performance de l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a d'abord une salle de simulation qui a été acquise au profit de l'UFR Sciences Médicales. Des équipements scientifiques qui ont été acquis également pour un certain nombre d'UFR, notamment SSMT. Il y a eu la révision des maquettes pédagogiques de certaines UFR, notamment sciences humaines et sociales, langue, littérature et civilisation. Hormis cet appui technique, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a notamment bénéficié d'un financement en 2022 de plus de 4 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a reçu récemment à Abidjan le président de l'université de Yale aux États-Unis. Objectif, tisser des liens de partenariat pour le renforcement de capacités des apprenants ivoiriens et améliorer les offres de formation des filières scientifiques et techniques en Côte d'Ivoire. Toujours avec Jean-Marc Djadji. Dr Peter Salové, président de l'université de Yale aux États-Unis, est en Côte d'Ivoire. Il échange avec le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. À l'ordre du jour, la préparation d'une convention pour des opportunités d'études dans cette université américaine au profit des jeunes talents ivoiriens. Une optimisation des filières de formation en Côte d'Ivoire est initialement prévue.
L'université de Yale veut bien sûr étendre son partenariat avec l'Afrique. Ça fait 10 ans que je suis à la présidence de cette université. Nous avons doublé le nombre d'étudiants d'origine africaine qui vont à l'université de Yale. Et aussi, nous avons multiplié le nombre d'étudiants non africains qui viennent en Afrique pour des stages ou pour aussi des opportunités d'emploi. Notre ambition de créer, de faire de ce lycée un vrai laboratoire d'excellence et faire en sorte que les meilleurs étudiants ici puissent intégrer les meilleures écoles à travers le monde. Et Yale University est une opportunité pour nous. C'est la deuxième fois que Yale arrive ici au lycée technique. Nous allons co-construire avec Yale un parcours important qui va permettre à certains élèves des filières, eux, de pouvoir aller à Yale et étudier dans des domaines qui intéressent l'économie de notre pays. La Côte d'Ivoire est le tout premier pays francophone à recevoir la visite du président de cette université. L'université de Yale, fondée en 1701, est membre de la Ivy League. Elle est réputée pour ses programmes universitaires rigoureux, la diversité et le talent de ses étudiants et ses contributions significatives à la recherche mondiale. La tour F se dessine. D'une hauteur de près de 400 mètres, elle comporte 75 étages, une bâtisse dont la réalisation a créé plus de 4000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à l'issue d'une visite de chantier. Dangui. La Côte d'Ivoire est en chantier. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité ce mercredi à Abidjan quelques-uns de ces chantiers pour s'assurer de leur bon déroulement. De l'hôtel Sebroco à la tour F en passant par le chantier de la réhabilitation du palais présidentiel et la tour C, Bruno Koné-Nabagné ne cache pas sa satisfaction devant l'état d'avancement des travaux. Ce sont des travaux importants. Ce sont, comme vous avez pu le voir, des marqueurs de la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire, des marqueurs du dynamisme de notre économie. Et il nous appartient, à nous, en charge donc, de la supervision de ces travaux, de nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Ces chantiers ouvrent par ailleurs des opportunités d'apprentissage et d'emploi pour les jeunes, fait observer le ministre de la Construction. Nous pensons que ces chantiers sont une bonne école pour nos ingénieurs, pour les jeunes Ivoiriens de façon générale et pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bien que sur ces quelques chantiers, nous sommes à plus de 4000 emplois directs créés. À propos de la tour F dont la hauteur exacte fait couler beaucoup de salive, Bruno Koné-Nabagné se veut plus précis. Une tour avec 75 niveaux de paliers. Nous serons autour de 400 mètres de hauteur. Donc c'est un ouvrage impressionnant, mais surtout c'est un ouvrage utile. C'est un ouvrage utile et nous insistons régulièrement sur cet aspect. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a besoin, par exemple, de bureaux. Rien que pour l'État, les besoins aujourd'hui sont de l'ordre de 200 000 mètres carrés. La tour, dans sa configuration actuelle, offrira à peu près 67 000 mètres carrés. Ces chantiers figurent au nombre des projets structurants prévus par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2021-2025. Traitement et diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux en Côte d'Ivoire. C'est le sujet de la thèse unique doctorale de Kolo Koulibaly, journaliste présentateur à la RTI. L'impétrant ouvre des pistes de réflexion et fait des propositions pour étoffer les recherches sur cette problématique. Kolo Koulibaly a reçu la mention très honorable avec les félicitations du jury, témoin de cette soutenance à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Dangui. C'est avec clarté, précision et concision dignes d'un travail journalistique qu'il a présenté les grandes articulations de sa thèse sur le thème « Traitement et diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux en Côte d'Ivoire ». Mais il en faudra davantage pour dissuader les membres du jury d'aller chercher le diable qui, dit-on, se cache dans les détails. Débute alors une rafale de questions ou d'observations sur l'impétrant qui se défend tant bien que mal. Mais les critiques des membres du jury ne suffiront pas à ruiner la qualité du travail de l'impétrant ni à l'ébranler. Kolo Koulibaly s'en sort avec la mention très honorable, avec les félicitations des membres du jury. D'abord, sentiment de reconnaissance. Je dois être reconnaissant à l'ensemble de la communauté scientifique, surtout de tous ceux qui ont apporté quelque chose à ce travail.
Je pense peut-être aussi à ces années de recherche. Aujourd'hui, c'est peut-être un aboutissement, mais c'est surtout un commencement. Entré à la RTI par Radio Côte d'Ivoire en 2012, il devient quelques années plus tard l'un des présentateurs du journal de 20h de RTI 1. Kolo Coulibaly fait désormais partie de la grande famille des docteurs, de quoi susciter des vocations dans sa corporation et même au-delà. Message bien perçu et toutes nos félicitations au docteur Kolo Coulibaly. Une note triste, Mariam Yoga, on le sait, figure emblématique du sport n'est plus. Le mouvement sportif ivoirien est toujours sous le choc de l'annonce du décès de l'ex-gloire du handball ivoirien. La disparition de l'ancienne directrice générale de l'ONS continue de créer une vague d'émotions. Kandia Camara s'est rendu au domicile de la défunte pour présenter ses condoléances. Samuel Metch. Le domicile de Mariam Yoda ne désemplit pas. Par petits groupes, ils se rassemblent et se remémorent des histoires vécues avec feu Mariam Kone Yoda, ses qualités humaines, administratives et sportives. Le départ de Mme Yoda est une grosse perte pour le sport ivoirien, pour tous ses collaborateurs de l'ONS, du ministère des Sports, du COCAN. Je l'ai connue quand j'étais directeur de cabinet du ministre des Sports et ensuite c'est sur proposition du directeur de cabinet que j'étais qu'elle a été nommée directrice générale de l'ONS et nous avons mené les grands chantiers de la CAN ensemble. Mariam, c'était une très grande athlète, imbattable sur le terrain. Par sa carrure, elle avait beaucoup d'envergure et elle était puissante. Le sourire ne quittait jamais son visage. Qu'elle repose en paix. Personne ne veut manquer l'occasion de rendre un hommage à l'ex-championne de Côte d'Ivoire et d'Afrique, dont la renommée a traversé les générations du handball ivoirien. À la tête d'une forte délégation d'anciennes handballeuses, des générations 80 et 90, puis d'anciennes du lycée Jeunes Filles de Bouaké, Madame la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Kandia Kamisoko Camara, s'est rendue auprès de la famille éplorée afin de renouveler le soutien du collectif des anciennes handballeuses ivoiriennes. Nous sommes venus en grand nombre manifester notre solidarité à la famille Kone Yoda et surtout témoigner notre fraternité à celle qu'on appelait affectueusement Mam. Je dirais sans risque de me tromper que c'est grâce à cette combattante, à cette femme passionnée pour le sport, pour le travail, pour son pays. C'est grâce à cette femme-là que nous avons ces grands stades qui font la fierté de notre beau pays. Le jeudi 28 mars 2024 se fera la levée du corps à Ivosep, Trècheville, à 10h. Suivi de la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golf, puis de l'inhumation au cimetière de Williamsville. À l'international, Bassirou Diomaye Faye remporte dès le premier tour l'élection présidentielle sénégalaise. Le candidat de l'opposition obtient 54,28% des suffrages. Retour sur la proclamation des résultats avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Ulrich Adongon. Nombre d'électeurs inscrits 7 371 890. Nombre de votants 4 519 253. Nombre de suffrages valablement exprimés 4 485 165. Le taux de participation a été arrêté à 61,30%. En conséquence, les suffrages ont été répartis ainsi que suit. Amadou Ba, 1 605 086 voix, soit 35,79% des suffrages exprimés. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 2 434 751 voix, soit 54,28%.
Et voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'info demain 6h30 avec Régis Kofi. À très bientôt.